Merci pour l'invitation. Merci Claude et merci Jean. Très content d'être là malgré un calendrier un peu compliqué et qui fait que je pourrais pas rester beaucoup parce que j'ai un autre séminaire demain, sans compter que j'en avais un hier. Voilà. Alors, je vais vous présenter la Corse à l'âge du bronze récent, c'est-à-dire entre 1350 et 1200 avant notre ère. On va essayer de voir un peu quels sont les caractères sociaux, culturels, économiques qui caractérisent l'île à cette époque-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur cette terminologie particulière de bronze récent parce qu'elle appelle quand même pas mal de commentaires. Et on terminera ce diaporama par une accroche, enfin comment ces contextes-là en viennent à s'accrocher finalement à la thématique à laquelle est dédié ce séminaire. Alors déjà, une question de chronoterminologie. Diviser l'âge du bronze en périodes n'a jamais été une évidence. Et évidemment, chaque pays, chaque tradition d'études a pondu sa propre partition de l'âge du bronze. Alors, pour faire simple, il y a deux grands systèmes en Europe et en Méditerranée. Il y a le système continental qui a été plus ou moins mis en route par les Scandinaves, les Allemands, puis les Français du Nord. Et puis, il y a des systèmes méditerranéens, on va dire de tradition grecque et italique. Alors, les principales différences entre ces systèmes, c'est que dans les systèmes dits continentaux, on va avoir une tripartition de l'âge du bronze, avec une terminologie qui dit ancien, moyen, final. Donc, il n'y a pas de bronze récent. Et dans les partitions méditerranéennes, on va avoir ancien, moyen, récent, final. Donc on a ce bronze récent qui s'intercale entre le bronze moyen et le bronze final. Et du coup, moi, quand j'ai fait mon master, j'étais en partie à Aix-en-Provence, où ils utilisaient le système français, et en Erasmus à l'université de Sassari, où ils utilisaient le système italien. Alors c'était un peu compliqué pour moi de jongler avec tout ça. Et ces difficultés, on va les retrouver un petit peu dans toutes les traditions d'études corse, depuis les premiers essais de partition de l'âge du bronze qui sont l'œuvre de Roger Grosjean il y a une cinquantaine d'années. On voit sur ce tableau les différents systèmes de périodisation et les différents systèmes de terminologie. Tout ça pour aboutir, en tout cas en ce qui me concerne, à finalement privilégier un système à l'italienne et à la sarde pour caractériser la chronologie de l'âge du bronze de Corse. Donc une quadripartition de l'âge du bronze que je vais utiliser tout au long de ce diaporama, avec une partition, pour compliquer les choses, une partition interne du bronze récent en bronze récent 1 et bronze récent 2. Alors, pour parler de cet âge du bronze récent, il faut mobiliser les sites archéologiques qui ont été fouillés et il faut mobiliser également les statues menhirs. Mais ça, j'y viendrai à la fin. Alors, parmi les sites qui ont été fouillés, il y en a plusieurs qui sont relativement fiables. C'est ceux que j'ai mis en vert sur cette carte. Ce sont les fouilles globalement récentes et qui ont bénéficié d'une caractérisation chronologique à l'aide de datations radiométriques, par exemple le carbone 14. Donc on a par exemple le site de Parmentier les deux sur la commune de Bonifacio qui est un habitat ouvert. C'est une fouille INRAP 2018. L'abri 1 de Campus Stefano à Solacaro, qui est une fouille de Joseph Cesari, une tombe sous abri. Les fouilles actuelles de Filitosa Turricchio, dans la basse vallée du Tard, au contexte d'habitat fortifié. Monti Barbato, alors pas toutes les fouilles du site, mais en tout cas les fouilles de la structure 1, qui est une habitation dans un castedo. Cucciurpola, alors la structure 6, oui, elle est occupée au bronze récent, mais à l'extrême fin de la période. C'est une fouille qui a une dizaine d'années. Mezzane, à Sarola, c'est un habitat de plein air en bordure de la Gravone, qui a été fouillé par l'INRAP en 2017. Et Montediator, habitat perché. Alors, je dis pas fortifié, il est plutôt juste perché, celui-là, dans la basse vallée de la Gravone. C'est une fouille d'Hélène Paolini Saez qui s'est terminée l'an dernier.
Ensuite, il y a quelques ensembles et contextes fouillés anciennement qu'on peut mobiliser pour réfléchir sur cette période. Ce sont essentiellement des fouilles de Roger Grosjean dans le sud, de complexes tauréens comme Cecca, Arad et Cucuruzu, mais aussi les fouilles de Joseph Cesari à Castidetta Pozzone dans le Rizzanesi et les fouilles de Michel Claude Weiss sur le site de hauteur partiellement fortifié de Monteort ou en Balagne, qui est à peu près le seul site mobilisable dans le nord de l'île pour cette période-là. Alors pour définir aussi les limites chronologiques de ce bronze récent, il a fallu mobiliser un corpus de datation en C14 qui est considérable en fait. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça. Et encore là, j'ai enlevé du tableau toutes les datations avec des écarts-types supérieurs à 50 ans. Donc toutes les datations qui sont là, il y en a 20, sont extrêmement fiables. Et on a un corpus énorme à faire pâlir de jalousie. Absolument tous les contextes voisins, Sardaigne, Toscane, Provence, ils n'ont pas autant de dates que nous pour ce bronze récent. Tout ça pour dire que si on fait les moyennes des écarts-types et des calibrations, on obtient une période d'extension du bronze final limitée entre 1357 et 1171 que pour plus de maniabilité, nous résumons en 1350-1200 avec possibilité de débordement sur le XIIe siècle. Donc. Alors ces contextes, on va surtout parler d'habitats fortifiés. Vous avez ici le plan de Philitose dans la basse vallée du Tard. Donc c'est un site qui est bien connu, hein, c'est un peu la vitrine de la préhistoire de la Corse. Il a été fouillé à partir du début des années 60 jusque dans les années 70, et on a repris une petite fouille depuis 2021 dans la partie nord-est du site. Donc autant vous dire qu'il y a que entre 15 et 20% du site qui est véritablement fouillé. Enfin, quand je dis du site, je parle que de l'intérieur du Castet, hein, parce que des fouilles à l'extérieur du Castet, on pourrait en faire pendant des siècles. Donc ces habitats fortifiés constituent la forme dominante, hein, des sites domestiques, en tout cas dans le sud de la Corse au bronze récent. À cette époque-là, il doit y avoir au moins 50 castets qui fonctionnent à peu près simultanément. Je vais revenir après sur ces notions. Donc, ils se présentent comme des habitats plutôt de hauteur, parfois carrément perchés, qui sont délimités par des enceintes de pierres sèches qui présentent une ou deux entrées, qui incluent des tors. Et des tors, ce sont des espèces de greniers fortifiés qui sont pas construits au bronze récent, hein, ils sont construits à l'époque un peu précédente, mais qui sont encore utilisés à l'âge du bronze récent. Et ces castets, ils incluent un certain nombre de maisons, en général de plans elliptiques, allongés. Ce sont probablement des centres économiques, alors plus que des centres de production, ce sont plutôt des centres de thésaurisation des ressources alimentaires qui sont produites autour de ces castets et dans des fermes. On va en voir tout à l'heure. Et ce sont évidemment aussi très probablement des centres politiques. Alors un autre grand site, un grand castet de la micro-région du Tard, c'est Monte Barbato. Alors je vous en parle parce que Monte Barbato, c'est un peu un cas d'école pour l'évolution de ces structures de fortification. Donc vous avez ici son plan avec les différentes enceintes, hein, ce sont les traits colorés, avec des couleurs qui répondent à des chronologies différentes. En fait, le castet de Monte Barbato, il est fondé au début du bronze moyen, et il occupe une terrasse juste sous le sommet rocheux qui fait à peu près 8000 mètres carrés. C'est la zone en rouge ici. Et puis, au bronze moyen 3, le site va connaître un certain succès. Il va s'agrandir vers le sud-est et sa superficie va être portée à peu près 2 hectares avec des nouveaux remparts qui sont élevés, des nouvelles maisons qui sont dissimulées derrière ces remparts. Et puis au bronze récent, la superficie du site va atteindre près de 3 hectares 5. C'est aussi grand que Mycène, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc un très grand castet à l'échelle de la Corse. Et puis, avec le passage dans le bronze final vers 1200, il se passe un truc, le site est quasiment abandonné, mais on va quand même établir une micro-forteresse sur la partie la plus haute du site, véritablement sur le chaos rocheux sommital, qui est,
on va dire, impropres à l'habitat. Et ça, c'est un phénomène sur lequel on va revenir après. Alors pourquoi cette évolution est intéressante? C'est parce que dans le secteur Valinques au nord et basse vallée du Tard, en fait, on a un très grand nombre de sites qui sont abandonnés au bronze moyen 3 et au bronze récent. Je pense à Castelluccio Calsol, à Turricciolo, à Contorbe, à Basì. Voilà, tous ces sites-là sont abandonnés vers 1400, 1300 avant notre ère. Et dans le même temps, on a deux sites qui grandissent, c'est Philitose et Monti Barbate. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement qu'il y a eu des regroupements de population. Je prends l'exemple de Contorbe, abandonné vers 1400, 1350. C'est à 2 km de Monti Barbate. Au même moment, Monti Barbate, sa superficie est doublée. Donc, il y a probablement un lien de cause à effet avec des déplacements comme ça et des sites qui deviennent moins nombreux mais plus grands. Autre exemple, Cucuruz, j'en parle, bon, c'est juste un exemple parmi d'autres. Cucuruz est occupé, restructuré au bronze récent, mais c'est intéressant de montrer ce type de site parce que ça fait partie de cette catégorie de castedi qui sont pas vraiment des habitats. Il n'y a pas de maison à l'intérieur de Cucuruz, il n'y a que des ateliers. Les maisons sont à l'extérieur de ce type de castedi qui constituent en fait des zones de production artisanale et de stockage, donc plus des pôles économiques que des véritables pôles domestiques. Et voilà, là je vous présente, c'est la première fois que je présente cette image, c'est l'attaque du castedi de Cucuruz au bronze récent par l'artiste Dominique Grobner que vous connaissez peut-être. Vous voyez, les maisons ne sont pas dans le castedi, elles constituent des petits hameaux un petit peu tout autour. Et bon, voilà, je passe. Alors ces maisons, justement, il y en a quelques-unes qui ont été fouillées. Voici la structure 1 de Monti Barbate. Donc c'est pas une maison du bronze récent, elle a été fondée au bronze moyen 3, mais elle est restructurée au bronze récent. Et là, ce que vous avez, c'est son état au XIIIe siècle. Donc, dans beaucoup de castedi, ces maisons, elles prennent la forme de structures de plan ovalaires ou elliptiques, allongées. Elles sont ouvertes sur un petit côté et elles sont délimitées par des gros blocs qu'on appelle des orthostates. Ce sont des grosses dalles plantées avec un côté interne qui est toujours très vertical. Le bronze récent marque une certaine rupture dans l'architecture de cette maison parce que pendant les époques précédentes, on avait des maisons plutôt maçonnées avec des murs en pierre sèche et la technique orthostatique va vraiment prendre le pas comme ça à partir du bronze récent. Alors ces maisons, elles font à peu près 40 mètres carrés. C'est le cas ici, et elles sont couvertes par un système de charpente qui est coiffé par une toiture à double pente sur poutre faîtière. Et ça, c'est la lecture des trous de poteaux que vous voyez ici et des reconstitutions de charpente sont les traits marrons qui permettent de l'affirmer. Ce sont en général des 2 pièces ou des 3 pièces, avec toujours un espace cuisine au milieu et probablement une zone de couchage dans la partie absidiale, à l'opposé de l'entrée. Une autre maison de cette période-là, mais plutôt de la fin du XIIIe siècle, c'est la structure 6 de Cucciur. Voilà. Donc on est à 1050 mètres d'altitude en Altaroc. Vous retrouvez la structure orthostatique qui délimite l'espace de la maison. L'entrée se situe en bas sur la photo, donc à l'est. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette maison dans le niveau ancien? Parce que cette maison en fait est occupée jusqu'au premier âge du fer. Donc dans le niveau ancien, on a ce très beau foyer circulaire que vous voyez en haut à gauche et puis sur le plan en bas, qui est constitué d'une couronne de petits blocs. À l'intérieur, on a un radier de tessons de récupération et de petites dallettes qui est recouvert d'une sole en argile, donc cuite forcément. La grosse tache verte sur le plan à côté de ce foyer, c'est une petite fosse, c'est une grosse fosse en calotte qui contenait quasiment que des glands carbonisés qui constituaient une base importante de l'alimentation en Corse à ces périodes-là. Alors, c'est bien ces maisons orthostatiques parce que quand on se balade sur les sites, on les voit et quand on les voit, on peut les mettre en fouille. Mais du coup, c'est un peu peut-être l'arbre qui cache la forêt de la réalité des maisons de l'époque parce que tout simplement, si en Corse, au bronze récent et à l'âge du bronze en général, il y avait des maisons qui étaient toutes en bois, se balader sur les sites, ça suffit pas pour les détecter. En fait, pour détecter des maisons entièrement en bois, il faut faire des fouilles en air ouverte très grandes, ce que
seulement l'archéologie préventive peut permettre de développer. Et c'est ce qu'elle a fait, puisque on a vu apparaître ces 10 dernières années des grandes fouilles préventives en Corse qui ont permis de mettre en évidence des villages de l'âge du bronze ouverts. Hein, ce ne sont pas des castèdes, ils sont vraiment implantés dans les plaines. Et pour le coup, les architectures sont très fréquemment en bois. Alors c'est notamment le cas ici à Mezzane. Donc on est sur une terrasse de la Gravone, au niveau du pont de Coutoli, pour ceux qui connaissent. Et donc on a fait une grande emprise un peu en forme de 8. C'est une installation EDF qui se mettait dessus. On a découvert les restes d'une petite implantation médiévale intéressante parce qu'elle est du Xe siècle. Mais sous cette implantation médiévale, on a découvert les restes d'un très très érodé malheureusement d'un village du bronze récent qui se matérialise en fait seulement par ces trous de poteaux et quelques fosses, des creusements. Et donc en organisant tout ça, on a pu reconnaître très partiellement le plan de 2 maisons. Vous voyez que ces maisons ont des dimensions et des plans qui évoquent tout à fait celles qui sont en pierre. Un autre cas assez similaire, c'est la fouille de Parmentil. Cette fois-ci, c'est pour un lotissement sur le Piale à Bonifacio. Le site est multi-occupé. Il y a des occupations du néo-moyen 1, néo-moyen 2, néo-récent et du deuxième âge du fer. Mais il y a aussi une structure isolée du bronze récent dans la partie est de l'emprise qui se présente comme ça. C'est une espèce de grande fosse pas très profonde en forme de haricot. Et très franchement, on l'aurait jamais détecté s'il n'y avait pas à cet endroit-là une énorme concentration de mobilier, notamment de la poterie. Sur ces quelques mètres carrés, il y a, je crois, 6000 tessons, puis des tas d'autres trucs. Et c'est très très bien délimité. Et il y a de fortes chances qu'on ait eu ici en fait une maison en bois de plan elliptique, grosso modo. Encore une fois, on est dans les mêmes dimensions, les mêmes formes. Mais malheureusement, ici, les architectures ne peuvent pas être approchées. Alors, à la même époque, on a quelques tombes, très peu, mais on a quand même quelques-unes, notamment des tombes sous abri, comme ici, c'est l'abri 1 de Campus Stefano, dans le Tar, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, on a aussi quelques exemples de réutilisation de tombes mégalithiques, comme par exemple le coffre de Contrasarda, qui se trouve sur la commune de... Ça doit être Billy, mais je ne suis pas sûr. Alors, passons maintenant aux industries et aux matérialités. Il se passe quelque chose de vraiment très intéressant en Corse au bronze récent, c'est qu'on a vraiment un phénomène de régionalisation, probablement des styles, c'est sûr, mais probablement aussi des économies. C'est-à-dire que là, on a presque un archipel culturel en Corse à cette époque-là. La Corse n'est absolument pas un ensemble homogène au bronze récent. Les habitats sont pas les mêmes dans le nord et dans le sud. La poterie, c'est pas la même. Et ça, c'est une tendance qui va s'accentuer tout au long de la fin de l'âge du bronze et qui va culminer véritablement au premier âge du fer. Alors, juste un exemple ici avec la poterie. Vous avez à gauche le style Monti Barbato, qui est daté entre 1401 et 1220, et le style Parmentil et 2 à droite, qui est daté entre 1399 et 1223. Autant vous dire que c'est contemporain. On est pourtant à chaque fois dans le sud de l'île. Monti Barbato, c'est Olmeto, Parmentil, Bonifacio. Et vous avez ici les formes les plus fréquentes de la vaisselle. J'ai pas triché en les choisissant. Vous n'avez quasiment pas de formes similaires. Bon, il y a ces vases un peu là fermés en bas qui sont présents des deux côtés, mais c'est à peu près tout. Et ce qui est intéressant quand on analyse les composantes de cette poterie, c'est que si on regarde la poterie qui est présente à Monti Barbato, notamment ces trucs-là, ça c'est ce qu'on appelle des écuelles à oreilles saillantes, parce qu'il y a un petit anse là qui dépasse du bord, et en général il y en a 4 ou 5 sur ces vases. Si on regarde ces trucs-là, si on regarde aussi ces anses dites anastres, si on regarde ces anses cornues là, on s'aperçoit que ce sont des formes qui existaient déjà dans ces régions-là, au bronze moyen 1, 2 et 3. Et donc, tout simplement, ces vaisselles du bronze récent, elles s'inscrivent dans une pleine tradition des époques précédentes. Et cette tradition, au bronze moyen 1, 2, 3, elle est en fait issue de relations fréquentes avec l'Italie centrale. En fait, toutes ces formes que je vous ai montrées, ce sont des formes dites apenniniques, qui montrent que les Corses au bronze moyen, donc avant le bronze récent, entretenaient des relations fréquentes avec l'Italie centrale, au point que les vaisselles locales ont été largement inspirées par les vaisselles de l'Italie.
Autre illustration de ce principe, ce sont ces vases avec des décorations de ponctuation linéaire. Ça, ce sont également des décorations qui dérivent de décorations du plein bronze moyen. Alors, ce qui est intéressant avec ce style-là, c'est que c'est une recréation à partir de contacts qui sont anciens, parce qu'au bronze récent, dans cette région-là, il n'y a plus du tout de rapport avec l'Italie. On le sait parce que dans l'Italie, on est passé à une phase subapenninique qui produit ses propres formes, et les formes subapenniniques sont totalement absentes dans le style Monty Barbate. Donc on est vraiment dans de la tradition, on n'est pas du tout dans des relations extérieures. Alors au même moment, à Parmentier 2, on va voir apparaître et se multiplier les assiettes et les plats, comme vous voyez en haut, dont certains, beaucoup, c'est peut-être un peu flou, présentent un fond qui est aplati sur un panier. Et le panier a laissé ses traces sur le fond de l'assiette. Et ça, c'est une technique très très particulière qui caractérise la Corse et la Sardaigne à cette époque-là. Tout ça pour dire qu'en fait, toutes les formes qui sont à droite sont des formes d'affinité nuragique, du style de la Galoure. Bon, c'est pas très étonnant, on est à Bonifacio. Donc en fait, au même moment, on va dire, pour faire simple, dans la vallée du Tar, des gens qui ont une céramique très traditionnelle, une tradition qui vient de l'Italie. Et dans le même temps, dans le sud de l'île, on a des gens qui échangent beaucoup plus avec la Sardaigne et qui donc ont des relations avec l'extérieur. Alors du coup, si on met ça sur une carte, ça donne à peu près ça. Donc 3 types d'assemblage céramique en Corse au bronze récent. Je vous ai mis en jaune le type méridional, type Parmentier 2. En bleu, le type traditionnel comme un Monty Barbate, et puis un troisième dont je n'ai pas parlé, c'est le Monte Orto, où pour le coup, là, on a des relations directes avec l'Italie centrale, donc plutôt des choses qui peuvent être qualifiées de subapenniniques. Et avec des patates, ça donne à peu près ça. Donc on aurait un extrême sud en lien fréquent avec la Sardaigne, un centre sud-ouest qui est plus traditionnel, et puis un grand nord dans l'attente de données complémentaires qui, lui, entretient des relations encore avec le domaine, avec la péninsule italique. Alors, au niveau de ces composantes culturelles, on peut rajouter encore quelque chose, c'est la première introduction au bronze récent de biens matériels manufacturés en Méditerranée orientale, donc qui arrivent en Corse à partir du XIVe siècle. C'est notamment le cas des lingots. Enfin, des lingots, on n'en a qu'un, mais on risque d'en trouver d'autres, je pense. Donc c'est le cas des lingots peau de bœuf, comme celui-là qui vient de Borg, qui porte une inscription. C'est une inscription chypriote dessus, tout simplement parce qu'il a été fabriqué sur l'île de Chypre. C'est probablement la marque de l'artisan qui a produit ce lingot. Donc, déjà, comme on a déjà parlé tout à l'heure, ce sont des preuves de contact avec la Méditerranée orientale, qui sont notamment illustrées par l'épave d'Uluburun, dont vous voyez une étape des fouilles là sur la photo de droite. C'est une photo que j'aime bien parce que ça me permet toujours de me rappeler que la fouille d'Uluburun, c'est dans les années 80. Autre découverte matérielle qui caractérise ces échanges avec l'Orient, c'est l'ensemble de parures de Campo Stefano. Donc ça vient de la tombe dont je vous ai parlé tout à l'heure, la tombe sous abri. C'est très franchement, c'est le plus bel ensemble de parures du bronze récent de toute la Méditerranée occidentale. On a des découvertes similaires en Sardaigne, mais jamais avec autant de pièces regroupées au même endroit dans une même parure. Donc on a un ensemble de 30 perles en ambre, de 25 perles en verre bleu et d'un séparateur de collier spiralé en bronze que j'ai mis ici parce que j'oublie toujours de le montrer. Donc c'était l'occasion. Alors cet ensemble, il a été très largement étudié avec des méthodes modernes d'identification des matériaux et on a pu comme ça déterminer que l'ambre était de la succinite. C'est une variété d'ambre qui caractérise la Baltique. Donc on connaît donc l'origine de ces matériaux. En revanche, la typologie de ces perles en ambre montre que c'est de l'ambre en fait qui a été retravaillée et mise en forme en tant que perle, probablement dans la partie ouest du Péloponnèse et probablement au XVe siècle. Donc un petit peu avant le bronze récent quand même.
Ces perles en ambre, elles sont accompagnées donc de 25 perles en verre bleu. Le vert provient probablement de la région syrienne, alors que par contre les perles sont plutôt de fabrication de la vallée du Nil. Donc en fait, avec tous ces matériaux, sans même parler du bronze, hein, du cuivre et donc de l'étain, tous ces matériaux, tous ces objets manufacturés, et cet ensemble de parures en fait est un résumé de tous les réseaux qui sont en vigueur en Méditerranée et en Europe durant cette période du bronze récent, hein, qui marque une véritable première mondialisation de la Méditerranée. Alors ces parures, elles sont pas uniques en Corse, on en avait déjà trouvé avant et on continue d'en trouver après. On a cette belle perle en verre qui provient de Thérèse. On a aussi une perle qui malheureusement a disparu de Foch. Et puis, l'équipe de Roger Grosjean avait trouvé une perle en verre bleu, que vous voyez en bas à gauche, qui a été réétudiée dernièrement et qui est une perle égyptienne, alors que les deux autres perles en bas à droite proviennent des fouilles récentes. Et pour le coup, ce ne sont pas des perles égyptiennes, on change un peu. Ce sont des perles qui probablement proviennent de la région d'Ougarit, dont a parlé aussi notre collègue tout à l'heure, donc là, la côte du Levant, hein, la côte syrienne. Alors, j'ai parlé de l'habitat, j'ai parlé des tombes, j'ai parlé des mobiliers, mais il y a quelque chose qui est indispensable de faire quand on évoque ce bronze récent corse, c'est la question des statues menhirs. Alors les statues menhirs, déjà, pourquoi dire qu'elles sont du bronze récent? Je pense qu'il faut d'abord préciser pourquoi ce type de manifestation artistique monumentale s'insère dans le débat qu'on essaie d'instaurer aujourd'hui. Alors pour dater les statues menhirs, il y a 3 méthodes. Il y a, comme avait fait Grosjean, s'intéresser aux attributs qui sont gravés dessus et les comparer avec des objets réels ou avec d'autres représentations artistiques qui sont présentes dans d'autres régions et qui sont mieux datées que chez nous. Ça, c'est la première méthode. On verra les 2 autres méthodes plus tard. Alors, la première méthode, donc, consiste à s'intéresser aux casques, aux épées et à tous les autres attributs qui sont sculptés sur ces statues menhirs. Alors, je fais vite, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans l'ensemble, les casques à cornes qui sont présents sur une minorité de statues menhirs, il ne faut pas exagérer cette donnée-là. Les casques à cornes sont présents en fait dans toute la Méditerranée, du Portugal jusqu'à Chypre, à partir en gros de 1600 avant notre ère, et c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'au milieu de l'âge du fer. Donc en gros, ça nous fait du 1600-500. Et c'est pas très satisfaisant quand on essaie de dater notre phénomène. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'étude des épées, que ce soit de la lame ou de la poignée. Les lames sont droites ou alors elles sont légèrement pistilliformes. On a également un cas d'épée à langue de carpe, et ça, en général, si on met en relation avec la forme des fusées de ces épées, ça permet quand même de resserrer la chronologie, même si beaucoup d'entre elles sont représentées dans des fourreaux, ce qui bloque un peu nos interprétations. Mais on arrive quand même à proposer une datation qui rentre entre 1400 et 1000 avant notre ère, et des comparaisons avec des types qui sont bien connus sur le continent, comme le type Contigliano, qui est diffusé en Italie, mais jusqu'en Espagne également, surtout le type Naue 2, qui est présent dans toute l'Europe centrale et jusqu'en Grèce, et le type Hermikofen. Excusez-moi pour la prononciation. Alors oui, juste une petite parenthèse. Je me suis aperçu qu'on n'avait jamais osé comparer nos statues menhirs à casque cornu portant des épées avec les figurations de la Grotta Scrite. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous propose ici, mais qui est un peu hors du débat, mais juste pensez-y, parce que ça pourrait être une piste de recherche intéressante. Je continue. Alors, deuxième façon de dater les statues menhirs, c'est la datation du contexte. Il se trouve que nous avons un certain nombre d'habitats qui sont clairement associés à des statues menhirs, une quinzaine de sites en tout. Alors, dans le graphique qui est à droite, je vous ai mis en haut les sites qui sont associés à des statues menhirs et leur période d'occupation. Et si on recoupe toutes ces périodes d'occupation, on se rend compte que c'est véritablement la tranche
d'un bronze récent élargi où on a le maximum de superposition. Alors je dis pas que grâce à ce tableau on va dater les statues menhirs, mais quand même il y a un faisceau d'informations qui concordent pour le fait que ça soit l'occupation du bronze récent qui date l'utilisation des statues menhirs sur les sites d'habitat. En bas, je vous ai mis un panel de sites d'habitat où aucune statue menhir n'est répertoriée sur le site ou dans les environs. Et c'est vrai que le degré de superposition du bronze récent est beaucoup moins marqué, même s'il l'est sur certains sites. Donc ça va vraiment dans le sens d'une datation de ces statues menhirs contextuelles, encore une fois, entre 1400 et plutôt 1100. Donc qui recoupe assez bien les datations, on va dire stylistiques, liées aux épées. Enfin, il y a une méthode qui évidemment est beaucoup plus précise pour dater les statues menhirs, c'est de dater les fosses d'implantation des statues menhirs. Mais pour dater ces fosses, il faut déjà les trouver. Et ça, c'est pas évident du tout. Donc actuellement, on a 2 dates en haut à Cahors et à Istantari qui ont été réalisées dans des fosses d'implantation de statues menhirs. Donc ça nous donne une fourchette entre 1260 et 800. Donc c'est une fourchette plutôt basse par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et puis, plus sujette à caution, parce que c'est un travail en cours et qui demande à être affiné, on a les 3 fosses d'implantation de Philitose qui elles, s'inscrivent dans une fourchette entre 1400 et 1200 à peu près. Donc beaucoup plus en cohérence avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors justement, Philitose, on y vient. Je voulais faire un petit focus là-dessus pour vous présenter une découverte récente. Donc depuis 2021, on travaille contre le rempart nord-est. C'est un sondage de 25 mètres carrés. Et en fait, quand on a commencé la fouille, on est quasiment tout de suite tombé sur le niveau du bronze récent. Ce niveau du bronze récent, il est caractérisé, contrairement à tous ceux qui sont en dessous, par un contexte qui n'est pas domestique. Il n'y a pas de maison, en tout cas sur ce secteur-là, au bronze récent. En fait, au bronze récent, cet endroit, c'est un champ de fosses. C'est ce que vous voyez sur ce plan. Donc en jaune citron, là, vous avez les fosses profondes. Et en jaune verdâtre, vous avez des fosses qui ne sont pas profondes, qui sont des fosses foyères. Très probablement, on faisait des feux dans des trous. Alors les fosses qui sont en jaune citron, elles sont très profondes. En général, les parties qui sont le mieux conservées montrent qu'elles sont à peu près quadrangulaires à angle arrondi. Elles peuvent être très profondes. Quand je dis profonde, il y en a une, celle qui est tout à droite, là, elle descend à 1,20 m. Donc c'est quand même des trucs balèzes. Et pour faire simple, on s'est aperçu en comparant les mesures de ces fosses avec les mesures des statues menhirs de Philitose, c'est que des statues menhirs, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Et ça tombe bien, puisque les 25 statues menhirs de Philitose sont toutes en position secondaire, donc on ne sait absolument pas où elles étaient plantées à la fin de l'âge du bronze. Et donc là, on imagine avoir eu vraiment un coup de chance de tomber sur l'alignement fantôme des statues menhirs de Philitose. Et donc, on a fouillé ces fosses et on a fait quand même un petit peu attention à ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Et à l'intérieur, il se trouve qu'on a trouvé des ossements. Alors, le réflexe, quand on trouve des ossements en Corse, notamment dans l'habitat comme ça, c'est qu'on va les envoyer à notre expert archéozoologue qui étudie les ossements d'animaux, parce que moi, j'imaginais que c'était du cochon ou de la chèvre. Sauf que il s'est avéré que dans ces fosses, on a de l'humain, dans plusieurs d'entre elles, et que ces restes humains résultent d'incinération, de crémation totale en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On aurait des fosses qui ont accueilli des sépultures secondaires, donc des recueils de cendres liés de tombes en incinération, dans lesquelles on aurait inséré des statues menhirs. Et du coup, hypothèse, les statues menhirs, quand elles sont dans l'habitat, sont en fait des stèles funéraires liées à des cimetières élitaires. C'est l'hypothèse qu'on cherche à développer parce que là aussi, il y a des données en dehors de la Corse, notamment en Provence ou en Ligurie. On voit apparaître au XIIIe siècle, donc à notre époque ici, des cimetières élitaires où on a des chefs qui, contrairement à leur
population pratique l'incinération. En fait, l'incinération, c'est un rite réservé aux élites au XIIIe siècle. Et donc, ce modèle fonctionne assez bien à Philitose. Et donc, ce qui nous pousse à faire ce genre de reconstitution. Désolé pour les coupes de cheveux de certains personnages. On me l'a fait remarquer hier que c'était un peu anachronique. Et vous voyez donc à quoi pouvait ressembler cette nécropole mégalithique de Philitose, avec un bûcher, j'ai dessiné ça vite. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix de placer ces stèles funéraires à cet endroit-là du site n'est pas anodin, parce que l'alignement correspond en fait à une allée qui mène à la poterne du site. On ne savait pas qu'il y avait une poterne à Philitose, on l'a découverte il y a 2 ans. Et en fait, du coup, quand on rentre dans le site, on est directement face à une allée comme ça, construite à la gloire des ancêtres et des chefs donc du village de Philitose. Et cette circulation au pied de grands guerriers fait considérablement penser à d'autres sites de la proche Sardaigne, et notamment à Montipram, où on a cette allée monumentale dominée par toutes ces statues de guerriers qui sont qui sont installés sur des socles qui sont installés sur des tombes. Donc vous voyez, on a quand même des choses assez redondantes. À la même époque, quasiment, Montipram est à peine plus récent que la nécropole de Philitose. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, on va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe avec les peuples de la mer, mais je refais quand même un petit résumé. Donc, beaucoup de castides, ils sont abandonnés au bronze moyen 3 et au bronze récent. Mais dans le même temps, quelques-uns s'agrandissent, et on peut donc imaginer des regroupements de populations, avec le meilleur exemple Philitose et puis Montibarbate également. Alors du coup, ces sites, ils sont plus grands, il y a plus de monde, et donc on peut imaginer que les élites qui sont à leur tête ont un pouvoir qui est accru, forcément, c'est mathématique. Alors, ce pouvoir accru des élites, il va se matérialiser, comme le disait Giacomo encore, par des besoins nouveaux, et notamment des besoins de représentation sociale, notamment dans le costume. Et c'est comme ça que ces gens-là vont réussir à faire venir des éléments de costume de Méditerranée orientale, comme ces perles en verre dont on a parlé. Mais pour faire venir des perles de l'Égypte et de la Syrie à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas Amazon, quoi. Il faut quand même avoir un pouvoir de maintien de ces réseaux d'approvisionnement qui démontre à lui seul finalement le pouvoir que ces gens pouvaient avoir. Je pense également que cet accroissement des codes du pouvoir coercitif à cette époque-là se matérialise aussi donc dans le détournement finalement du vieux mégalithisme, des vieux menhirs vers une image d'accroissement de l'image du pouvoir politique de ces élites, et c'est comme ça que naissent les statuts menhirs. Et enfin, ces nouveaux codes vont s'exprimer jusque dans la mort avec l'adoption du rite de la crémation totale sur bûcher. Alors dans le même temps, donc on l'a vu, les réseaux italiens s'effondrent en Corse, à part peut-être en Balagne avec le site du Monte Ortu. Les réseaux sardes sont réactivés dans l'extrême sud, mais on voit aussi apparaître ces réseaux orientaux qui sont probablement contrôlés par les Mycéniens, ces mêmes Mycéniens qui sont très bien installés dans toute la Grande Grèce, notamment dans les Pouilles, dans le sud de la Sicile, dans le sud de la Sardaigne, dans la baie de Naples, etc., etc. Et donc ces installations sont probablement à l'origine de ces importations d'exotica dans les contextes corses. Alors, continuons à aller vers l'Est. Allons voir ce qui se passe notamment en Grèce à cette époque-là. Donc, la Grèce, à l'époque, n'est pas un empire comme peut l'être l'Égypte ou l'Empire hittite. C'est en fait un ensemble de petites principautés, un peu comme à l'époque archaïque, on va dire, qui peuvent s'allier, qui peuvent se faire la guerre. Enfin, c'est un joyeux bordel, la Grèce au bronze récent. Et on sait, par plusieurs types de sources, que ces petites principautés font fréquemment l'emploi de mercenaires pour régler leurs conflits.
ou pour pratiquer la guerre de course en Méditerranée. On le sait déjà parce qu'il y a bon, les textes, c'est pas trop ça, mais on arrive quand même à voir quelques petites choses. Et on a aussi des représentations de l'iconographie sur des vases ou sur des fresques, mais surtout on a l'archéologie et on a l'arrivée comme ça dès le bronze moyen 3 en Grèce de beaucoup de ce qu'ils appellent la barbarian ware, c'est-à-dire la céramique moche, parce que les Mycéniens font de la vaisselle à l'aide de tours de potier, et on voit quand même apparaître en Grèce à cette époque-là plein de vases en céramique modelée, de type italien, de type balkanique, de type d'Europe centrale, et ce sont probablement ces mercenaires qui sont venus en Grèce avec leur poterie, ou d'ailleurs, il y a les deux cas, ont fabriqué leur propre poterie en Grèce avec de l'argile locale. Ce mercenariat, il est également attesté par l'intégration des épées de type Naue 2. Ce sont des épées danoises, hein, comme l'a montré mon collègue tout à l'heure, qui vont se diffuser du nord vers l'Europe centrale, puis vers les Balkans, puis vers la Grèce, et de la Grèce vers la Méditerranée orientale. C'est typiquement l'épée du mercenaire à cette époque-là. Alors du coup, ça nous amène à la partie conclusive et hypothétique de cette présentation, c'est est-ce que des Corses ont pu figurer dans ces contingents de mercenaires recrutés par les Mycéniens pour aller faire la guerre en Grèce continentale, en Grèce insulaire, ou plus loin, sur les bateaux, pour aller taquiner les Égyptiens, les Chypriotes, ou les régions levantines. Et c'est ce qu'on a voulu retracer sur ce petit dessin. Autre chose également, une hypothèse dans l'hypothèse. Est-ce que justement ces Corses qui seraient allés voyager en Orient n'auraient pas vu ces représentations très politiques, hein, on en a aussi parlé tout à l'heure, en fait c'est de la propagande, hein, les fresques égyptiennes, la statuaire égyptienne, tout ça c'est de la propagande au profit des puissants. Est-ce que nos jeunes aventuriers corses qui sont partis là-bas au XIVe, au XIIIe siècle n'ont pas pu en revenir avec l'idée de développer chez eux, donc ici, la même chose, hein, des représentations comme ça de puissants exprimés dans la pierre, qui est donc un matériau millénaire. Alors, je termine avec le bronze récent en vous parlant du coup de la fin du bronze récent. C'est vraiment la fin d'un monde. 1200, si vous vous intéressez à l'âge du bronze, vous savez qu'en Méditerranée, c'est toujours une période compliquée. Il y a des tas de choses qui se passent, il y a des sociétés qui s'effondrent, hein, c'est le cas du monde mycénien, du monde hittite. Bon, l'Égypte, elle n'est pas passée loin. C'est une époque de migration, de conflits et en plus de séismes et de tsunamis. Donc tout ça intervient en même temps, peut-être d'ailleurs à cause d'un événement climatique très important qui est l'événement 1.2. 1.2 pour 1200, hein, qui est caractérisé par un abaissement très fort des températures, mais en même temps combiné à une sécheresse. Hein, c'est une sécheresse froide qui en Corse a eu pas mal de répercussions. Hein. C'est Mathieu Guillard qui notamment le met en évidence à chaque fois, avec des déséquilibres dans les dynamiques de versants, des comblements de basses vallées. Enfin, au niveau des économies agricoles, ça a dû quand même changer pas mal de choses assez rapidement. Et donc 1200 voit l'abandon de la plupart de ces grands centres dont je vous ai parlé du bronze récent, à commencer par Philitose et Monti Barbate. Et dans le même temps, on va voir l'habitat se transformer complètement, hein. On va voir toutes ces micro-forteresses qui vont apparaître, et on va voir au pied de ces forteresses se développer des villages ouverts, et le concept de Castede va peu à peu être abandonné, avec une culminance de ce phénomène véritablement au premier âge du fer. Du point de vue matériel, ce qui est très intéressant, c'est que ce faciès Parmentier II dont je vous ai parlé, bonifacien, va prendre le pas sur tous les autres, hein, et le courant bonifacien va peu à peu grimper vers le nord et va grimper à peu près jusqu'à la Gravonne, hein, et il va conquérir donc quasiment tout le département. Et dernière chose aussi, on a l'impression qu'à cette époque-là, donc au XIIe siècle, on a d'importants déplacements de population sur l'île, parce que par exemple, la vallée du Taravo, où on a quand même beaucoup de sites fouillés, et bien la vallée du Taravo est complètement dépeuplée. Et comme par hasard, au même moment, on a le Sartenay qui connaît une sorte de boom démographique. Donc probablement qu'on a des déplacements aussi à grande échelle. Voilà. J'ai terminé.
Et je vous remercie.